Bonjour, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui quelques extraits d'un petit recueil qui s'intitule « On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la Terre ». C'est un recueil qui rassemble des contributions de personnes et de collectifs variés en soutien au mouvement Les Soulèvements de la Terre, alors que le ministre de l'Intérieur de l'époque menaçait de dissoudre le mouvement suite à la violente répression de la manifestation à Sainte-Soline contre le projet de méga-bassine. Je vous lis le chapitre Subsistance, écrit par Geneviève Pruvot et Aurélien Berland. Jour après jour, nous nous enfermons dans un mode de développement dont nous savons pourtant qu'il remet en question l'habitabilité de notre planète, et donc notre subsistance à tous et à toutes. Le paradoxe est que cette situation est étroitement liée à une promesse constitutive de nos sociétés industrielles, régler définitivement le problème de la subsistance, au sens d'en finir avec la faim, la soif, le mal-logement et la maladie, en confiant la satisfaction de nos besoins à un système de production de masse fondé sur la synergie entre la science, l'État et le capital. Comme si la question de la subsistance n'était pas vouée, par définition, à se reposer tous les jours, pour tout le monde. Cette obsession absurde s'est souvent parée des atours de l'intérêt général, de l'efficacité et de la science. Elle témoigne surtout du mépris pluriséculaire des puissants envers les pratiques de subsistance et les populations subalternes qui les assurent. Elle est aussi l'aboutissement d'un projet politique tenace, mettre ces populations sous dépendance afin de les contraindre au salariat. Ce projet ne passe pas seulement par l'accaparement des ressources, les enclosures, mais par une véritable guerre contre la subsistance, menée contre la capacité des personnes et des communautés à pourvoir à leurs besoins. Il conduit à notre société insensée, qui dévalorise les activités vitalement nécessaires et les populations qui en ont la charge, précarisées, féminisées, racisées. Cultiver la terre, faire à manger, fabriquer des choses utiles de ses mains, prendre soin des personnes vulnérables, injustice sociale, dont nous prenons fugacement conscience à chaque grande crise sans redistribuer équitablement ces tâches. Désormais, c'est une classe de technocrates et d'entrepreneurs, majoritairement masculins et cravatés, qui définit les besoins et gère les territoires en maintenant les personnes concernées à l'écart. La standardisation des modes de vie n'a d'égal que l'artificialisation généralisée des milieux. Tout ce qui fait obstacle à l'optimisation capitaliste des ressources est aplani et écrasé à coups de bulldozers, d'explosifs et de produits toxiques, outils qui sont indifféremment utilisés par les forces armées, l'agro-industrie et le BTP. La guerre contre la subsistance se mène sur 3 fronts simultanés. D'un côté, on disqualifie les savoirs liés à la subsistance, par définition vernaculaire, en les ringardisant ou en les criminalisant. De l'autre, on impose l'idée étrange que la vie est mieux garantie par le développement des échanges marchands et la propriété privée que par l'accès commun aux ressources permettant la subsistance. Enfin, on réprime tout soulèvement contre ce nouvel ordre du monde. La dépossession industrielle use et abuse de violences physiques, réglementaires et judiciaires contre celles et ceux qui n'attendent pas la prochaine élection pour signifier leur désaccord. Même si nous avons largement perdu le contact avec la fabrique concrète de ce qui nous permet de vivre, les pratiques de subsistance et les savoir-faire correspondants n'ont pas pour autant totalement disparu, et encore moins la conscience de leur importance. Nous savons toutes et tous que le travail de subsistance, parce qu'il est lié au vivant et à la nature qui échappe en partie à notre contrôle, ne peut ni se planifier de manière bureaucratique, ni se déléguer à des logiciels ou à des robots. Et dès que nous nous lançons dans une lutte, que ce soit pour tenir une grève, occuper un site ou organiser un camp, la question du ravitaillement se pose. Son importance est illustrée par un précepte militaire de base, détruire les réserves de l'ennemi et ses infrastructures de production, lui couper non seulement les munitions, mais aussi les vivres. De même, notre impuissance à freiner ou à infléchir notre désastreuse trajectoire socio-écologique n'est-elle pas liée à notre dépendance totale envers un système industriel qui nous nourrit tout en sapant à terme les conditions de notre subsistance ? Ne faut-il pas trouver les moyens de sortir de cette impasse, en desserrant l'étau mental et matériel qu'elle fait peser sur nos capacités d'agir et d'imaginer un autre monde ? Il nous semble illusoire de penser que l'on puisse construire un monde plus juste et soutenable sans nous réapproprier concrètement nos conditions de vie, c'est-à-dire défendre et reprendre des terres, réenclencher des cycles de subsistance et réinventer localement des collectifs de vie.
C'est de cette conscience active que se nourrissent les soulèvements de la terre. Voilà pourquoi ce mouvement constitue aujourd'hui dans notre pays la riposte la plus prometteuse à la guerre contre la subsistance qui fait désormais rage sous la forme d'une politique de la terre brûlée au sens propre et figuré.